Bon, alors on va corriger vite fait ce que j'ai énoncé. Ouais. Bon, alors le premier exercice, c'était super simple. Je suppose que vous l'avez tous réussi. Donc on a un corps. On a un corps qui glisse sans frottement sur un plan incliné, d'angle alpha, mais on s'en fiche complètement, d'angle alpha. On nous dit simplement qu'il part à la hauteur h au-dessus du plan horizontal. Donc c'est un plan incliné qui finit sur un plan horizontal. Et puis là, à partir d'un certain moment, je sais pas, le sol est rugueux, enfin disons que là, il n'y a pas de frottement. Puis à partir d'un certain moment, il y a un frottement avec un coefficient de frottement mu. Donc la première chose qu'on nous demande, c'est quelle est la vitesse du corps juste avant de rentrer dans la zone où il va commencer à freiner. Alors ça, c'est simplement la conservation de l'énergie. Il tombe d'une hauteur h, donc ici, au moment où il est lâché sans vitesse initiale, son énergie totale, l'énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est simplement mgh, si on prend pour référence l'altitude 0, d'accord ? Donc mgh sans vitesse initiale, pas d'énergie cinétique. Et au moment où il est là, il n'y a plus d'énergie potentielle. Enfin, disons, il a une énergie potentielle 0 puisque c'est la référence. Donc ça c'est avant, enfin c'est au début. Disons c'est en A, je crois que j'avais appelé ce point-là A, puis ce point-là B. Et en B, donc la même énergie mécanique, maintenant ça vaut un demi de mv2. Je sais pas, vb carré si vous voulez, la vitesse qu'il a là. Et donc vb égale racine de 2gh. Donc ça, c'était 10 secondes. Ça, vous l'avez tous fait. L'angle alpha, bah oui, mais... Oui, voilà, moi j'ai ça, j'ai mis entre parenthèses et j'ai introduit l'angle alpha. Vous avez mis où l'angle alpha? J'ai considéré une énergie cinétique deuxième. En haut, j'ai introduit l'angle alpha, car j'ai cru que je dois l'introduire. J'ai écrit les deux. Bon, on verra. Ok. En tout cas, on est d'accord, ça dit ça. Ouais. Oui, parce que ça ne travaille pas. La réaction normale du support ne travaille pas. J'ai pensé à l'énergie, mais le problème, c'est que moi, j'avais la réaction qui me perturbait trop. La réaction ne travaille pas parce qu'elle est orthogonale au mouvement. Le travail, c'est la force scalaire de déplacement. Vous voyez ? Donc c'est une force. En fait, oui, la réaction normale est une force qui est là, mais qui. On ne peut pas dire qu'elle est conservative au sens où il y aurait une énergie potentielle associée, mais elle ne travaille pas, donc elle ne rentre pas dans le bilan d'énergie. Ok ? Bon. Sinon, effectivement, il faudrait calculer son travail là, mais son travail, il se trouve qu'il est nul, quoi. Enfin, pas bon. Oui, en fait, voilà, c'est ça. On a delta de l'énergie mécanique qui vaut la somme des travaux des forces non conservatives, d'accord, de manière générale. Et la seule force qui n'est pas associée à une énergie potentielle, c'est la réaction normale, dont le travail vaut 0. Ok, et alors ensuite, on nous demande de déterminer... Donc, à partir de là, on est d'accord, ça frotte avec le coefficient de frottement mu, et on nous demande au bout de quelle distance petit d ça s'arrête. Alors là, soit on écrit les relations fondamentales de la dynamique, on dit, si j'appelle ça x, on dit que mx de point, c'est moins la force de frottement, donc moins RT, d'accord, la norme de RT. On trouve, ensuite on dit que puisqu'il y a un coefficient de frottement dynamique mu, on a la norme de RT qui vaut mu fois Rn. Et Rn, ça vaut mg. D'accord, la norme de Rn c'est mg, puisque suivant l'axe vertical, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force verticale. Donc, ça fait mu mg. Et donc, on écrit ça, on l'intègre une fois, on a la vitesse, on regarde au bout de quel instant la vitesse est nulle, puis on l'intègre encore une fois,
pour avoir la distance, et on injecte l'instant final, et puis voilà. Mais on peut faire bien mieux que ça. Parce qu'on ne nous demande pas, en réalité, à quel instant ça va s'arrêter. On nous demande où ça va s'arrêter. Et donc là, à nouveau, il suffit d'écrire la conservation de l'énergie en disant que la variation d'énergie, c'est égal, ce que j'ai écrit là, c'est égal à la somme des travaux des forces. Donc ce qui va retirer l'énergie au corps, donc ici, l'énergie, c'est 1,5 de mv2 de ce V2-là, c'est-à-dire mgh, en fait. Hein, c'est toujours l'énergie qu'il y avait au début. Ça, c'est à l'entrée de la zone de frottement. Et à la sortie, il va y avoir 0. Enfin, à la sortie. Donc, quand ça s'arrête, il y a 0. Donc, l'énergie qui a été perdue là, c'est mgh. Or, cette énergie, c'est le travail de la force de frottement. D'accord? Et le travail de la force de frottement, bah, la force de frottement, elle vaut RT, c'est-à-dire mu mg, pendant une distance d. Puisque par définition, c'est au bout d'une distance d, ça s'arrête. Donc le travail de la force de frottement, bah, c'est la force fois d. Alors avec un signe moins, parce que ça travaille négativement, mais ça veut dire que ça, là, mu mgd, c'est mgh. Alors les m s'en vont, et donc il reste d, et les g s'en vont, d égale h sur mu. Voilà. Là, ça fait 22 secondes. 10 plus 22, on est à 32 secondes. Enfin, non mais je plaisante. Enfin, non mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les raisonnements énergétiques permettent d'aller rapidement au résultat. Ceci dit, encore une fois, on peut le faire. Hein, vous intégrez ça 2 fois. Ça va vous donner mx point égale donc moins mu mg t plus la vitesse qu'il y avait. Enfin, allez, on va tout diviser par m. Plus la vitesse qu'il y avait au début, c'est-à-dire VB, la racine de 2GH. Et puis vous intégrez encore une fois, ça va vous faire moins mu G T2 sur 2 plus racine de 2GHT. On va prendre l'origine en 0. Voilà. Vous regardez à quel moment le corps s'arrête. Bah, c'est au T tel que ceci égale 0. Donc T arrêt, c'est donc ça fait racine de 2h sur G 1 sur mu, un truc comme ça. Et puis vous l'injectez là-dedans, d'accord, pour voir à quel x vous êtes à cet instant-là, et vous allez trouver h sur mu. Moi je fais VB, c'est pas grave. C'est dommage, parce que ça c'est joli ça. Oui, c'est joli. Sinon, mais bon, en tout cas, oui, si vous avez... C'est la même valeur. Oui. Non, mais ça va. Enfin. Mais voyez comment le raisonnement énergétique est beaucoup plus simple. La perte d'énergie, c'est égal au travail, à l'énergie qui a été perdue, donc au travail de la force de frottement. Donc si vous avez en tête le raisonnement énergétique, c'est ça que je voulais communiquer en vous faisant plancher un peu là-dessus, c'est que de là à là, c'est trivial, vous êtes tombé d'une hauteur h, peu importe que ça aille en biais ou pas. L'énergie potentielle perdue, c'est mgh. Et donc toute cette énergie, puisqu'il n'y avait pas eu de frottement, se retrouve dans l'énergie cinétique, donc 1,5 de mv2 égale mgh. Point. Et ensuite, l'énergie qu'il faut perdre, c'est 1,5 de mv2, et l'énergie perdue, c'est le travail de la force de frottement, donc mu mg fois la distance parcourue. Et puis c'est fini. Ok? Yes? Alors, troisième question, bon là c'était l'exercice 3, c'était juste... c'était même pas du cours, c'était vraiment la convention sur les angles. La question c'était représenter un axe, orientez-le, donc choisissez le sens que vous voulez. Allez, par là. Représentez donc le vecteur unitaire associé. Allez, si j'appelle l'axe delta, j'ai U delta. Et la question c'est dans quel sens faut-il orienter les angles quand on tourne autour de l'axe? Alors,
Est-ce que ça c'est plus ou est-ce que c'est dans l'autre sens qui est plus? Donc c'est la fameuse règle du tire-bouchon. Donc oui, bah si, ça fait ça. C'est plus comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est 12 secondes de plus, même pas 5 secondes de plus. Le plus long jusqu'à présent c'était de lire l'énoncé en fait. Alors maintenant, l'exercice qui a un petit peu plus de corps. Donc je pense que vous avez tous compris l'idée. On a une barre. Donc on a une barre horizontale comme ça, fixée en un point, et elle peut tourner autour d'un axe vertical comme ça. Et on vient... oui, enfin j'avais fait une butte dessus. Monsieur, ouais. Oui. Vous pouvez faire les deux Je ne l'ai pas fait? Ah non, pardon. Bien sûr. Excusez-moi. Oui, on va faire le 2 tout de suite. Ah oui, j'ai oublié le 2. Oui, alors le 2, ça c'est juste de l'équilibre des moments. Non, pas les mêmes. Donc on a une barre de longueur L, de masse M et homogène. C'est-à-dire que son milieu, c'est son centre de gravité. Hein. Et puis, on suspend cette barre par deux fils, en un point A et un point B. Ici, il y a la longueur RA. Ici, il y a la longueur RB. Et on nous demande la tension des fils. Donc là, il y a TA. Là, il y a TB. Donc c'est l'exercice qu'on avait fait avec la règle de Sommerfeld. Là, il y a le poids dont on sait qu'en fait, on peut le ramener à une seule force qui s'applique en un seul point, le point G. Donc là, il y a grand MG qui tire vers le bas. Et la question, c'est à l'équilibre, que valent TA et TB. Donc la somme des forces est nulle à l'équilibre. Donc de toute façon, si j'appelle TA et TB la norme des deux tensions, T1 plus TB égale MG. Ça, c'est l'équilibre des forces. Et ensuite, il faut écrire l'équilibre des moments, c'est-à-dire dire que par rapport à n'importe quel point, la somme des moments est nulle. Alors, sachant que la somme des forces est nulle, si la somme des moments ne dépend pas du point où on le calcule, donc on peut choisir celui qu'on veut, soit on le calcule en G, soit on le calcule en A, soit on le calcule en B, ou encore ailleurs. Enfin, on va choisir un des points qui fait disparaître l'un des moments. Donc, par exemple, on peut le calculer au point G, ou pas d'ailleurs. Ok, alors si on le calcule au point G, alors le moment du poids, c'est 0. Le moment de A, alors le moment au point G de TA, c'est G par définition. C'est GA vectoriel TA. Donc en norme, c'est TA fois RA. Et en direction, GA vectoriel TA, c'est vers l'arrière. Donc si j'appelle ça U, ça va être plus U comme ça. Et le moment en G de TB, enfin c'est une force TB. Donc GB vectoriel TB. En norme, c'est pareil, le bras de levier c'est RB, hein. Donc TB, RB, et cette fois évidemment ça fait tourner dans l'autre sens, GB vectoriel TB, ça pointe vers nous, donc ça va être moins U. Donc la somme des moments égale 0, ça implique que TA, RA égale TB, RB. Pardon. Voilà. Donc, par exemple, en mettant TB là-dedans, enfin, en remplaçant TB comme TA, RA sur RB là-dedans, on a TA, facteur de 1 plus RA sur RB. D'accord? TB, c'est RA sur RB, qui vaut grand MG. Et donc, on a TA qui vaut MG sur 1 plus RA sur RB. Hein, donc, en dessous, c'est sans dimension. Et puis TB, exactement par symétrie. Ou sinon, en remplaçant directement, c'est Mg moins
ce truc-là. Et donc, ça fait... Si vous préférez, ça fait... On peut peut-être l'écrire explicitement, comme vous voulez. Si on écrit mg facteur de 1 moins ça, donc 1 moins 1 sur 1 plus RA sur RB, ça fait... Enfin bon, ça va faire ça. RA sur RB, si on préfère, RA sur RB, sur 1 plus RA sur RB, mg. L'un ou l'autre. Enfin ça doit être égal à ça, j'espère. Si on divise tout par RB, oui, si on multiplie par RB sur RA, en haut et en bas, ça donne bien ça. Donc, soit vous écrivez ça avec le 1 moins, enfin, vous pouvez le simplifier en ça, ce qui est normal puisque c'est symétrique. On a celui qu'on a appelé A, celui qu'on a appelé B. Bref. Donc voilà, on avait les deux tensions dans ce cas-là. Et puis la deuxième partie de l'exercice, c'était pour une suspension un peu plus rigolote. Donc vous avez la barre qui a son point haut, son point G, enfin son milieu ici. Donc évidemment, si vous la tenez par là, là-bas, si vous la tenez comme ça a envie de basculer comme ça. Mais du coup, si vous retenez le fil, enfin si vous retenez la barre par un fil ici, bah ça c'est un équilibre qui fonctionne. Il est possible de garder une barre à l'équilibre comme ça. Donc à nouveau, on avait le point A, le point B, la distance RA, la distance RB. Et c'est pareil, il faut écrire l'équilibre des moments. Donc, alors il y a toujours la force mg ici. TA tire vers le haut, donc donne un moment dans le sens de U, là, ça fait tourner comme ça. Donc vous avez le premier moment qui vaut TA-RA. Et le deuxième moment qui vaut exactement TB-RB, mais dans l'autre sens, puisque B, ça tire par là. Et puis par ailleurs, alors par contre la différence par rapport au coup d'avant, c'est que cette fois, la somme des forces nous dit que c'est TA moins TB, parce que TB, enfin, si je note TB, la norme de TB ça tire dans l'autre sens. Donc là, enfin, disons, c'est TA qui doit compenser à la fois TB et mg. D'accord? Parce que TB et mg tirent tous les deux vers le bas, TA tire vers le haut. Donc c'est un tout petit peu différent. Si vous voulez, ça fait ça. Par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc TB, donc ça me fait TA, facteur de 1 moins RA sur RB cette fois, qui vaut mg. Et donc, voilà, TA égale mg sur 1 moins RA sur RB. Donc c'est effectivement... voilà. Alors là, par contre, c'est pas symétrique. C'est pas le même rôle pour les deux. Donc je peux pas dire que TB, c'est... Je peux pas remplacer A par B pour obtenir TB. Mais enfin, TB, c'est TA moins mg. Donc c'est ça moins mg. C'est-à-dire que c'est 1 sur 1 moins RA sur RB moins 1, tout ça fois mg. Et donc ça fait moins 1 plus RA plus RB. Donc ça fait RA sur RB. Sur 1 moins RA sur RB. C'est correct ça? Oui. Et du coup, si je peux aussi le réécrire, si je multiplie tout en haut et en bas par RB sur RA, ça fait 1 sur RB sur RA moins 1 mg. L'une ou l'autre des expressions. Ou si vous voulez, encore, ça fait RA sur RB moins RA.
mg. Alors on voit au passage que RB doit être plus grand que RA. Effectivement, ça veut dire que si RB était plus petit que RA, ça voudrait dire qu'on aurait un truc comme ça, là, et ça colle pas, ça? Non, ouais, ça colle pas, ça. Parce que là, les deux forces d'ici, là, TB et MG, par rapport à ce point-là, ça fait les deux forces font tourner comme ça, font tomber la barre. Donc là, vous ne pouvez pas tenir une barre comme ça. Il n'y a rien qui va empêcher que ça bascule par là. Il n'y a pas d'autre force. Donc il faut absolument venir ici compenser le moment du poids par rapport à A par une autre force qui s'exerce donc plus loin, pour faire tourner dans l'autre sens. Ok? Ouais? C'était faisable? Oui. Ça va. Et comment on fait varier en vrai la tension? Comment on fait varier? Ah non, la tension du fil, elle s'adapte à la situation. Ouais, c'est elle qui... Alors si... En fonction de là où on met, en fait... Exactement. Vous tenez un corps au bout d'un fil, ça va... Voilà. La tension va être s'opposer au poids. Donc ça dépend ce que vous... Alors, jusqu'à ce que le fil casse. Voilà. Ok? Vous avez des questions ou... Bon, je l'ai fait un peu plus vite que je ne m'attendais à ce que vous le fassiez, on est d'accord, mais enfin, n'empêche que ce raisonnement-là, ça, vous devez pouvoir le mettre en œuvre un peu plus lentement, mais voilà. Il faut bien comprendre que l'équilibre, c'est la somme des forces égale 0 et la somme des moments égale 0. Vous choisissez un point pour l'appliquer, et puis voilà. Ok? Vous sentez que ce serait possible de le refaire dans une autre fois, dans un autre contexte? Oui. Bon, bah, c'est l'essentiel. Au CAPES, par exemple. Il y aura quoi au CAPES blanc? Bon, il y aura un peu de tout. Bon allez, vite fait, on corrige le dernier. Donc, bah si, on dit cet après. Et j'essaye de venir le plus tôt possible. Mais bon, si vous ne pouvez pas venir, tant pis. Mais enfin, le truc, c'est que je crois que vraiment, il faut qu'on essaye d'avancer. Non, mais c'est pas grave, parce que les vidéos en ligne, c'est quand même vachement pratique. Ouais, quand même même. si on avait le cours, même si on posait la question direct. Ouais, ça permet quand même. Ceux qui ne peuvent pas. Ouais. Désolé. Bon, allez, rapidos. Donc, vous voyez l'idée, on a une barre qui est maintenue en un point. Et on envoie, on tire à la carabine dessus, si vous voulez, et on vient encastrer la balle à un certain endroit, et du coup, ça fait tourner si vous avez déjà vu des films de cow-boys, hein, vous tirez sur un truc, et ça fait tourner la girouette, quoi. Ça fait une espèce de girouette. Okay. Donc, alors, on fait une vue par-dessus, la balle arrive par là, elle vient s'encastrer ici à une distance, je crois que je l'avais appelé petit d. Oui, vient s'encastrer au point A. Donc on tire un projectile de masse M, de vitesse V0, ping, et du coup la barre va tourner autour de cet axe-là. Alors, première question. On considère le système global comprenant à la fois la barre et le projectile, montrer que le moment cinétique de ce système se conserve. Comment on fait ça? Si on dit Comment on fait quoi? Ça? Eh bien, effectivement, il y a des... Donc, D de sigma par rapport au point G, on nous dit par rapport à où? Par rapport à l'axe 4. Ouais. Donc, D sigma G, oui, ou par rapport
sur dt, ou si on préfère d sigma OK, enfin l'axe K sur dt, ça, c'est égal à la somme des moments au point G des forces. Et ça, c'est égal à la somme des moments par rapport au même axe. Je vais l'appeler delta, cet axe des forces. Si on considère comme système la masse M et la barre, la seule force extérieure qu'il va y avoir, ça va être la réaction de l'axe. Il y a forcément une réaction de l'axe, parce que c'est-à-dire quand la balle s'encastre là, si la barre n'était pas tenue, elle reculerait. C'est la deuxième partie de l'exercice. Donc là, il y a effectivement, la barre est liée à l'axe, donc elle tourne. Si elle tourne, c'est qu'il y a quelque chose ici qui la retient. Elle tourne autour de l'axe. Donc il y a une force de contact entre l'axe et la barre, mais cette force, elle passe par l'axe. Donc son moment est nul. Donc je n'ai pas besoin de savoir quelle est cette force. Je sais que son moment est nul. Et par ailleurs, il n'y a pas d'autre force. Enfin, là, on a dit qu'on négligeait le poids parce qu'on est sur un plan horizontal, en fait. Hein, justement, l'idée, c'était de ne pas s'embêter sur le poids qui travaille dans l'autre direction, donc on s'en fout. D'accord ? Donc, il n'y a pas de poids. Il y a juste une réaction de l'axe. Et donc, ça fait 0. S'il y avait le poids, de toute façon, le poids est parallèle à l'axe, donc son moment est nul aussi. Donc, dans tous les cas, il y a conservation du moment cinétique. Mais je comprends pas, il n'y a pas de... Le poids, si la barre est comme ça... Moi j'imaginais qu'on avait un axe qui était comme ça, la barre qui tourne autour. Ouais. On a le poids qui est comme ça. Oui, et bien ça c'est parallèle à l'axe. Ouais, donc ça fait pas de moment par rapport à... Vous voulez dire que la barre était dans l'autre sens que le poids. Non, la barre est horizontale. Ok. La barre est horizontale, et on vient taper dedans, du coup ça la fait tourner comme ça. Ok. Ah, c'est peut-être pas très clair alors. Ah, comme si on tirait par en dessous? Oui, moi aussi. Aïe, 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 aïe. Ah, je pense que c'était bien dit quand même, hein. Libre de se mouvoir sans frottement sur un support horizontal. Ouais. Peut-être pas bien lu, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas... Parce que quand la balle, elle percute la barre, il y a une force qui s'applique sur la barre. Oui, mais c'est une... Donc, il y a une force qui s'applique sur la barre. Là, il va y avoir une force. Ouais, et cette force, elle a un moment. Mais par contre, si vous considérez le système global, c'est une force interne, c'est-à-dire que la force de la balle, que la balle exerce sur la barre, c'est moins la force que la barre exerce sur la balle. Ah si, non, le moment d'inertie, c'est juste que sigma g, ça va être, sigma delta ici, c'est I delta vecteur oméga. Mais c'est pas le moment d'inertie, c'est pas le moment d'une force, d'accord? C'est juste un paramètre, c'est comme la masse. Pourquoi ça tourne En fait, c'est le plan du dessus. Regardez, j'ai la barre là, et c'est tenu comme ça là. Voilà, c'est tenu par un axe. Et je viens m'encastrer là. Donc, ping, ça tourne. Puis après, ça ne s'arrête pas, quoi. Vous venez taper là. Si vous tapez là, ça va tourner dans l'autre sens. Si vous tapez pile sur l'axe, ça va faire 0. Mais si vous tapez ici, ça va faire tourner comme ça, quoi. Exactement comme ce que je fais là, quoi. Je pousse là, et donc ça tourne. Le point clé, c'est que le moment cinétique va se conserver parce qu'il n'y a aucune force qui a un moment non nul. Donc certes, la force que la masse exerce sur la barre, ça c'est un moment non nul. D'ailleurs, c'est pour ça que la barre va tourner. En fait, mais le système global barre plus masse, lui, il est isolé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de force. C'est-à-dire que cette force que la balle exerce sur la barre, il y a aussi la force que la barre exerce sur la balle, et c'est exactement l'opposé par action et réaction. Donc le moment de l'une est positif, le moment de l'autre est négatif, mais ils valent la même chose, c'est la même force à la même distance de l'axe. Donc c'est... Et le moment du poids, il est déjà à 0. Parce qu'il est compensé par la réaction du support, mais surtout, de toute façon, il est... non, parce qu'il y a la masse, là. Donc là... Ouais.
Mais en tout cas, il est parallèle à l'axe, donc ça ne produit rien. Le poids... Ouais, mais sauf que... Enfin, le poids... Oui, il est du dessus, il est en bas. Le poids, il est comme ça. Ouais. Et donc Le moment de la force du poids, c'est quoi? C'est ça. C'est G truc, vectoriel truc, donc il est comme ça. Comme ça dépend. Mais après, quand on fait, si vous faites le produit scalaire sur l'axe, ça fait 0. Pour avoir sigma delta, c'est sigma G scalaire U delta. Mais de toute façon, il est bien dit que... Enfin, ça se déplace sans frottement sur un support. Donc, ok, la balle, elle a un poids, mais il y a la réaction qui est exactement opposée à chaque instant. Donc, de toute façon, le moment de la réaction, il est comme ça. Il est exactement opposé. Donc, la somme des moments, c'est 0. Ah oui, parce qu'il y a la réaction, en fait. C'est plus ça, c'est pour ça. Non, c'est plus ça, si vous voulez ça, au total. Mais oui, sinon, voilà, si vous projetez sur l'axe delta, parce que de toute façon, on sait déjà que ça va tourner. Voilà. Pour là, oui. Pour là, c'est la réaction. En fait, l'idée, c'était on se met sur un plan sans frottement, comme ça, il n'y a pas de poids, on oublie le poids, il y a juste... on étudie juste le projectile qui vient s'encastrer et qui fait tourner. Le reste, c'est pas là. Ok, alors, donc, le moment cinétique se conserve, et du coup, il n'y a plus qu'à écrire la conservation du moment cinétique, et puis voilà. Alors comment on considère le système global, ok. Donc ça c'était premièrement, c'est fait. Deuxièmement, déterminer la vitesse angulaire oméga de la barre après l'impact en fonction du paramètre d'impact. Voilà, donc à quelle vitesse angulaire ça tourne. Bien, il faut écrire que le... Ouais. Oui, oui, non, ça vous donnera le moment... Mais le problème, c'est que on a le bras de levier, on le connaît, mais on ne connaît pas la force qui s'exerce. C'est le problème des chocs, où la collision est instantanée, donc il s'exerce une force qui est très grande pendant un instant très court, et si on considère juste le choc, eh bien en fait, la force est infinie pendant un instant nul. C'est la limite où l'interaction dure un temps. Donc on ne connaît pas la valeur de la force, en fait. Mais on n'a pas besoin. C'est exactement comme quand vous avez un choc où vous ne savez pas écrire vraiment la force qui s'exerce, mais vous pouvez écrire la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, et ça suffit pour résoudre le problème. Et bien là, c'est pareil. En fait, c'est un exercice de choc, mais en version rotation plutôt qu'en version translation. Intéressant. Et donc, mais par contre, vous allez dire que le moment cinétique s'est conservé. Alors, que vaut le moment cinétique par rapport à, je vais mettre delta, sigma delta, alors avant la collision, que vaut sigma delta? La barre est au repos, donc pour la barre c'est 0, mais si c'était 0, comme ça se conserve, ça ne tournerait pas après. C'est pas 0, parce que la balle ici, qui se déplace comme ça, qui a pour masse m et vitesse v0, ça a un moment cinétique par rapport à g. Eh bien oui, ce corps-là, en fait, il est en train de tourner autour de g. C'est quoi la définition de sigma en un point O quelconque? Disons au point G ici. Ouais. Donc c'est GM vectoriel MV, où V est la vitesse du corps. Donc ici V0 du coup. GM, grand M ici, GM vectoriel V, ça fait un truc, comme ça. Pardon, comme ça. C'est ça. Et ça fait quoi? Alors, c'est là où le bras de levier est important. C'est exactement le même principe que pour une... C'est comme si vous aviez le moment,
c'est pas le moment de la force, c'est le moment de la quantité de mouvement. C'est la même expression. Donc c'est le moment de cette quantité de mouvement. Alors, soit vous le faites en disant, donc j'appelle cet axe-là U qui vient vers nous, la U delta. Donc ça va faire GM, donc c'est norme de GM fois norme de MV0 fois le sinus de l'angle. De quel angle? Ben de l'angle entre ça et ça. Et tout ça sur U delta. Alors, vu comme ça a l'air compliqué, parce que quand le corps sera là, ben l'angle, ce sera cet angle-là, puis ce sera cette distance-là. Mais, GM fois sin θ, c'est toujours ça. C'est juste D. Parce que c'est la distance à laquelle on passe, c'est le bras de levier. Donc le moment cinétique, c'est mv0d u delta. En fait, le moment cinétique, c'est le moment, c'est comme le moment de la force, sauf que c'est pas la force, c'est la quantité de mouvement. C'est le moment de la quantité de mouvement. C'est ça. Si vous vous rappelez de Babar aussi, on a sigma B qui vaut sigma A plus BA vectoriel P total, P. Et pour les moments des forces, on a le vrai Babar là. Donc c'est le moment des forces, vous mettez la résultante des forces. Le moment cinétique, en fait, c'est le moment de la quantité de mouvement et vous mettez la résultante de la quantité de mouvement. Ouais. Donc le moment cinétique, vous pouvez le calculer de la façon standard avec le produit vectoriel ou bien avec le bras de levier, ce qui est toujours mieux. Moi je trouve que c'est toujours mieux, y compris pour calculer le moment des forces. Et là, clairement, pour calculer le moment cinétique. Donc, le moment cinétique du système, c'est celui de la barre plus celui du point. Celui de la barre, c'est 0, donc c'est juste celui du point. Voilà le moment cinétique. Donc, ça valait ça avant la collision, ça vaudra ça après la collision, puisqu'il n'y a rien qui peut faire changer ce moment cinétique. OK ? Bon, je reconnais que c'est un peu élaboré. En même temps, enfin, le raisonnement est simple quand on a compris, mais bon, c'était le but aussi de l'exercice, de vous faire réfléchir à la chose, de saisir qu'en fait, parce que aussi on a l'habitude de penser moment cinétique, c'est quand ça tourne. Et là on se dit, mais au début il n'y a rien qui tourne, il y a juste un point qui va même en ligne droite, enfin qui a une translation. Oui, mais n'empêche, par rapport à un point, par rapport à ce point-là, ce corps, il tourne. Enfin, c'est un... Oui. S'il y avait vraiment un corps qui tournait autour de G, ou autour d'ailleurs, enfin, le moment... Vous voyez, ce corps, on pourrait dire qu'il est en train de tourner autour de ce point-là, avec juste cette vitesse-là. À un instant donné, c'est juste un corps qui a une certaine vitesse. Vous pouvez le voir comme une translation, vous pouvez le voir comme une rotation autour d'un autre point. Peu importe. Donc, le moment cinétique, c'est pas... C'est là qu'il faut faire un peu attention. La définition, c'est ça. Il n'y a pas besoin qu'il y ait explicitement un corps qui soit en train de tourner autour d'un point bien précis. Et par ailleurs, on peut calculer le moment cinétique en n'importe quel point, pas forcément au point qui est sur l'axe de rotation actuel. C'est une définition qui est quand même très générale, ça. Ça a un sens de quantité de rotation par rapport au point G. Mais si le corps tourne par rapport à autre chose, c'est pas grave. Ça, c'est quand même la quantité de rotation par rapport au point G. Avec les guillemets sur quantité de rotation. Ok, donc avant, on a ça. Après, on aura ça. Sauf que après, comment exprimer le moment cinétique? Alors, c'est là où, effectivement, le moment d'inertie peut entrer en jeu. Quel est le moment d'inertie? On le faisait calculer ou pas? Ah, il est donné. Ah oui.
Alors attention, ça c'est le moment d'inertie de la barre. I delta de la barre, donc ça c'est un 12e de mL2. Par contre, le système, c'est pas juste la barre. C'est la barre plus la masse qui vient de s'encastrer là. Donc le moment d'inertie totale du système, c'est quoi? Bah, c'est celui de la barre plus celui de la balle. Mais ça c'est le moment d'inertie d'un point matériel de masse m qui se trouve quelque part. Ça vaut quoi ça? md2, bien sûr. C'est la masse fois la distance à l'axe carré. I, c'est toujours, pour n'importe quel corps, c'est somme des mi et r carré, pour tous les points. Là, il n'y en a qu'un, c'est facile. C'est mi fois sa distance à l'axe. OK? Oui? Non? Non! Non, mais ça, je suis d'accord, c'était pas... Non, mais très franchement, je ne m'attendais pas à ce que beaucoup d'entre vous... Enfin, ça, c'est pas la question. Encore une fois, on s'en fout des notes. L'idée, c'était de vous faire réfléchir au problème pour que vous voyiez après... Comment, en fait, c'est très simple. Il y a 3 fois rien à écrire. Il faut écrire les bonnes choses. Conservation du moment cinétique. Pourquoi le moment cinétique se conserve? Parce qu'il n'y a pas de force qui crée un moment. Donc, le moment cinétique se conserve. Alors, que vaut-il avant? Eh bien, donc ça, c'était... Voilà, je voulais vous faire réfléchir au fait que il n'y a pas besoin qu'un truc tourne explicitement pour qu'il y ait un moment cinétique. Le moment cinétique, c'est ça. Donc là, vous avez un seul point, bah, c'est Gm fois ça. Okay. C'est le moment de la quantité de mouvement, si vous voulez. Et puis ensuite, voilà, le moment d'inertie du système barre plus point, bah, c'est le moment de la barre plus le moment du point. Et le moment du point, c'est md2 par définition. Donc on a le moment d'inertie qui vaut ça. Et que vaut sigma delta? Bah, c'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire. Ça, c'est toujours vrai. On l'a vu. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver la vitesse angulaire à partir de cette formule? Ah si, du coup, maintenant, on peut trouver oméga qui vaudra sigma delta, donc on sait ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il valait avant, donc il vaut ça, divisé par I delta, mais I delta du total. Donc voilà, par conséquent, oméga égale mv0 d sur 1/12e de ml2 plus md2. Bon, on peut simplifier ça ou pas. Bon, je vais bien comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est 2 lignes en vrai, mais ayant vraiment compris l'essence du problème. La clé ici, c'est que le moment d'inertie, le moment cinétique se conserve. Avant, il vaut ça. Après, il vaut ça. Et c'est réglé. Si vous avez le moment cinétique d'un corps dont vous avez le moment d'inertie, vous avez sa vitesse angulaire. Ça, c'est ça, c'est parce qu'on a projeté sur l'axe. Hein. Sinon, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des... sauf si le corps est symétrique. Sinon, mais voilà, quand on projette sur un axe, le moment cinétique par rapport à un axe, c'est le moment d'inertie par rapport à cet axe fois la vitesse angulaire de rotation autour de l'axe. Donc voilà, on peut dire à quelle vitesse ça va tourner. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que, effectivement, si d égale 0, la vitesse de rotation, c'est 0. Normal. Si on vise sur l'axe, il n'y a rien qui va le faire tourner. Et plus on vise loin de l'axe, bon, il y a le d qui joue là aussi, mais néanmoins, c'est ça qui va dominer en tout. Oui, mais enfin, ça dépend. Si on tire très très loin, parce que globalement, c'est ça qui va dominer. En tout cas, quand d est petit, voilà, au début, ça monte, et après, je suis d'accord, après, ça va tomber. C'est-à-dire parce que si vous voulez faire tourner une barre qui est très très longue, pour la mettre en mouvement, il faut une énergie colossale, et donc, voilà. Après, ça dépend si vous augmentez les zéros.
puis si D est plus grand que L sur 2, de toute façon, ça ne va plus tourner du tout pour une autre raison. Si vous ratez la barre. Bref. Donc, en gros, ça va faire un truc comme ça. Mais je ne sais pas où ça s'arrête. Ça dépend de où est L par rapport à tout ça. Donc, ça dépend des paramètres et des buts simples. Bref. Là, je représente oméga en fonction de D. Hein, on est d'accord. OK. Alors, la deuxième partie, je reconnais que là, pour le coup, c'était un peu... Enfin, non, c'est pas plus dur, parce qu'en plus, les questions allaient pas à pas. On la corrige quand même ou... Ouais, hein, puisqu'on y est. Ouais, donc voilà, on va pas commencer un autre truc. Ok, donc là l'idée maintenant c'est exactement pareil. Donc vous avez la barre qui est posée comme ça, et vous tirez dessus. Simplement vous la tenez plus là au centre. Donc elle va en même temps elle va reculer, mais elle va quand même tourner. Donc elle va faire un truc éventuellement compliqué. Alors là l'esprit du problème c'était de bien comprendre, mais c'était guidé dans les questions, c'était de bien comprendre qu'on peut séparer le mouvement global du corps, c'est-à-dire de son centre de gravité, de centre d'inertie, et une rotation autour du centre d'inertie. Ouais, voilà. Mais voilà, et si on le sépare, en fait, c'est très simple à résoudre. En fait. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, la même expérience que précédemment est répétée, mais cette fois, l'axe est retiré, de sorte que la barre est libre de se mouvoir sans entrave, et sans frottement toujours. Hein. On néglige le poids et la réaction, enfin, c'est-à-dire, elle se compense, il n'y a pas de frottement. Voilà. C'est juste un mouvement horizontal, on ne va pas compliquer le truc. Sans frottement dans le plan O ici, ok. L'impact a lieu à nouveau à l'instant t égale 0 et le projectile reste cette fois encore incrusté dans la barre. Bien. Alors, déterminer la position du nouveau centre de gravité du système. Ah oui, première chose, parce que le nouveau centre de gravité, c'est plus le même. Donc ça, c'est un troisième. Donc vous avez G, la barre est homogène. Donc G, pour juste la barre, est au milieu de la barre. Par contre, on est venu encastrer une balle ici à la distance D. Ah, mais oui, on va aller chercher des craies blanches. C'est parfait. Mais oui, je les utilise même pas, c'est bête. Ok, alors là, j'ai la masse petit m. Donc, où est le centre de gravité maintenant? C'est le barycentre des masses, et donc on peut considérer séparément le grand corps qui aurait la masse m au point G et la balle qui correspond à la masse m à ce point-là. Et donc le G', il est quelque part par là, enfin quelque part par là au milieu. Enfin, pas au milieu justement, et ça dépend du rapport des masses, mais ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, on peut dire que G', cette distance-là, enfin, on a ça, plus petit m, G, il s'appelait A ce point-là, je crois. Ouais. GA égale 0. C'est-à-dire que cette distance-là, je l'appelle... On la nomme ou pas, cette distance? Non. Bon, je vais l'appeler... Je l'appelle comment? On a déjà petit d. D'? Non. D' serait plutôt ça. Je vais l'appeler x, je sais pas. Ouais, x. Alors, donc on a mx qui vaut m d moins x. D'accord? Il y a autant... D'accord? M fois cette longueur-là, c'est grand M fois cette longueur-là. Ouais? Ça va pour tout le monde? Enfin, j'ai juste écrit ça en projetant sur l'axe. Et il faut résoudre pour x. Donc ça fait x qui vaut md sur grand M plus petit m. C'est ça? Ouais. Ouais. Ok. md sur grand M plus petit m. Très bien. Bon, ben voilà.
C'était la question. C'est donc la réponse. Alors, quatrièmement, soit R', le référentiel du centre de masse. Je l'avais noté R étoile dans le cours, mais peu importe. Ok, R'. Dans lequel on peut définir un repère immobile, évidemment, un repère attaché au référentiel, de centre G' et de même axe IJK. Donc, c'est vraiment le référentiel du centre de masse avec le repère associé. Alors, R' est-il galiléen? Donc je refais le dessin comme ça. Donc maintenant, on a G' qui est un peu décalé, toujours le corps là. Et on a à nouveau IJK, d'accord? Voilà. Ce référentiel est-il galiléen? Oui, alors il pourrait y avoir une accélération. Et, enfin, oui. Alors, ce référentiel ne tourne pas, ça c'est sûr, puisqu'on garde les mêmes axes. Donc, il est, le vecteur oméga du référentiel R' par rapport à R, ça c'est 0. Donc, c'est un bon début pour être galiléen, mais ça ne suffit pas. Il faut encore montrer qu'il se déplace à vitesse constante. C'est-à-dire que le point G' se déplace à vitesse constante. Alors, est-ce que c'est le cas? Ouais. Moi, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que moi j'aurais dit oui. Ouais. Sauf qu'après on nous demande VG' de T, donc je me suis dit c'est faux. Ah oui, désolé pour le 2T. Ben non, mais le problème c'est que si j'avais pas mis 2T, ça équivalait à répondre à la question VG est constant. Ben, c'est pour ça que je ne trouvais pas, je me disais c'est... Non, mais vous aviez raison. VG' égale constante, bien sûr. Dans ce cas, ça porte pas à confusion. Ah oui, mais si on dit déterminer VG' sans dire 2T, ça veut dire que ça ne dépend pas du temps. Du coup, ça répond à la question dans un sens ou dans l'autre. Mais oui, d'accord, je comprends que ça puisse induire en erreur. Non, mais en même temps, ça permet de tester avec quelle fermeté vous croyez votre raisonnement qui permet de conclure que VG' égale constante. Qu'est-ce qui vous a fait dire que VG' égale constante? Encore une fois, il n'y a pas de... Ah, le système est isolé. Ouais, le système isolé. Enfin bon, il y a le poids qui est compensé par la réaction, mais donc... De toute façon, il ne va pas décoller de la table. Donc, sur cet axe-là, la somme des forces égale 0. Et par conséquent, le théorème du moment du centre d'inertie, qui dit que n total, oui, n tot, c'est pas grand M, c'est grand M plus petit m du coup. D de VG sur dt égale somme des forces égale 0. Donc, VG égale constante. Ça, vous ne pouvez pas douter de ça, normalement. S'il n'y a pas de force, ou si la somme des forces est nulle, le centre de masse a un mouvement de translation uniforme. Soit il est au repos, il reste au repos, soit il est en mouvement, il garde le même mouvement, parce qu'il n'y a rien qui peut faire changer son mouvement. La seule chose qui peut faire changer le mouvement du point G, c'est les forces qui s'appliquent sur le système. Et il n'y en a pas. En tout cas, leur somme est nulle. Donc VG égale constante. Donc, d'une part, oméga de R' par rapport à R vaut 0 parce qu'on a choisi le référentiel dont les axes, enfin, dans lequel les axes IJK sont fixes. Et par ailleurs, VG' égale constante. Donc, en fait, le référentiel R' est en translation uniforme par rapport à R, et donc il est galiléen puisque R est galiléen. Ok? Je vais laisser ça dans un coin. X égale LB sur ok? Donc finalement, le mouvement du point G, il est trivial,
Encore faut-il connaître sa vitesse quand même. Voilà. Mais il va la garder, après l'impact, il va la garder. En fait, ça va même être... Même avant l'impact, en fait. Puisque le système global, il est isolé. Avant, pendant, après. La seule interaction qu'il y a se passe entre deux éléments du système, la masse et la barre. Donc que vaut VG? Bah justement, conservation de la quantité de mouvement. Avant l'impact, la quantité de mouvement du système P tot, c'est-à-dire P bar plus P bal. Là, ça vaut petit m de 0, puisque la barre ne bouge pas avant l'impact. Et après l'impact, eh bien ça vaut grand M, c'est-à-dire masse totale, pardon, donc grand M plus petit m fois VG. Oui. Parce que la masse, la quantité de mouvement totale d'un système, c'est la masse totale du système fois la vitesse du point G. Le point G résume le système. Donc la quantité de mouvement totale du système, c'est la quantité de mouvement du point G affecté de la masse totale. Donc VG, on l'a. VG égale. Parce que la quantité de mouvement se conserve, parce qu'il n'y a rien qui peut la faire varier. La seule chose qui puisse la faire varier, c'est une force extérieure. Il n'y en a pas. Ça, c'est vrai avant, après, pendant le choc, peu importe. Donc VG égale petit m sur grand M plus petit m V0. C'est remarquable, ça. Vous voyez que les chocs, même si on est incapable de décrire la force qui s'exerce vraiment entre la balle et le corps, et en plus, si elle s'encastre, imaginez qu'il y a des tas de déformations, il va y avoir des pertes d'énergie, ça va chauffer, ça va déformer le corps. Donc je ne sais vraiment pas traiter ça, mais à partir du moment où je dis la balle s'est encastrée, ce qui est sûr, j'ai besoin de rien savoir d'autre pour connaître la vitesse de recul du corps. Ce qui est très fort. Juste, j'écris que la quantité de mouvement après et avant le choc, c'est la même, puisqu'il ne s'est rien passé dans le choc, c'est juste des forces internes. Il n'y a pas de... La quantité de mouvement se conserve toujours. Toujours, toujours. Donc VG vaut ça. VG', pardon, merci. VG'. Oui, c'est VG' depuis le début, c'est le... Oui, là aussi. Hein. Ah, pardon. Là aussi. Oui, c'est VG', merci. Le centre de masse du système va à cette vitesse-là. Donc on sait déjà comment le corps recule, et maintenant on va juste se demander, ok, et à quelle vitesse il tourne autour de G'. Parce que dans le référentiel R', le corps ne peut que tourner autour de G', puisque par définition de ce référentiel du centre de masse, le centre de masse est immobile. Donc il y a un point immobile, et donc le corps, qui est un solide, qui est caractérisé par le champ de vitesse Vm égale Vg' plus oméga vectoriel G'm. Vg' égale 0 dans le référentiel du centre de masse. Hein. Je vais mettre des primes partout, si vous voulez. Donc, dans le référentiel du centre de masse, le corps peut juste tourner avec un certain vecteur rotation autour du centre de masse. Question, que vaut le vecteur rotation? Eh bien, on va juste écrire la conservation du moment cinétique, puisque, comme dans le cas précédent, le moment cinétique, enfin, il n'y a pas de force extérieure, de toute façon, c'est un système isolé, donc le moment cinétique va se conserver. Donc, on va écrire ce que valait le moment cinétique avant l'impact, et après l'impact, il vaudra I fois oméga. Le I, le moment d'inertie global du système fois oméga. Ça, c'est ce que ça vaut après. Si on sait calculer ce que ça valait avant, c'est fini. Et donc, c'est fini. Puisque... non, je vais laisser ça.
expliquer la réponse pour la question 10 et 11. Oui. Question 10 et 11. Ah oui, non mais on va le faire, oui. Ah, parce que c'est l'heure, c'est ça? Ah, d'accord. Donc on va sauter on saute le 6. Donc vous avez compris l'idée, hein, on a IG' oméga qui vaut M, le moment cinétique avant le choc, c'était mv0 fois le bras de levier, mais par rapport à G', donc d moins x. Donc ça c'est la réponse, ça donne oméga et c'est réglé. Et ce truc-là, c'était donné aussi. Alors, décrire le mouvement complet après l'impact, donc c'est la composition de la translation du point G', du référentiel du centre de masse, et de cette rotation à cette vitesse angulaire. Alors effectivement, 10, calculer dans R l'énergie cinétique totale du système après l'impact, et montrer qu'elle est toujours inférieure à 8. Alors, après l'impact, dans R, l'énergie cinétique dans R. Alors ça, vous vous rappelez, on a vu que c'est l'énergie cinétique du centre de masse fois Vg' carré, plus l'énergie cinétique de rotation dans le référentiel du centre de masse, c'est-à-dire 1/2 de IG', là, delta prime, oméga 2. C'est oméga là carré. Ok ? Donc, bon, il n'y a qu'à remplacer. Montrer qu'elle est toujours inférieure. Bon, bah, quand on le fait, on peut comparer à ce que ça valait avant. Ce que ça valait avant, EC0, c'était simplement 1/2 de mv0 carré. Donc, il faut juste comparer. On voit qu'effectivement, c'est toujours plus petit. Où est passée la différence? Eh bien, elle est passée dans la déformation du corps, dans l'échauffement de la barre. À chaque fois que vous avez un choc mou, comme on dit, c'est-à-dire que le choc ne conserve pas l'énergie, chaque fois que vous avez un choc mou au sens où vous avez deux corps qui n'en font plus qu'un, avec encastrement, à tous les coups, il y a de la dissipation d'énergie. Ça, c'est fatal. Où est passée la différence? Alors là, pour quelle valeur du paramètre d'impact l'énergie dissipée est-elle maximale? Ben là, il faut faire ça moins ça. Ça va nous donner un truc qui dépend de D, de petit d, d'une façon ou d'une autre, là. Il faut juste regarder à quel D. Et je ne me souviens pas de la réponse. Donc, soit on le fait en 5 minutes, soit on s'arrête et vous regarderez. C'est peut-être bien... Ah oui, non, c'est sans doute pas... On a vu quand on avait notre oméga qui dépend qui croît au début quand D augmente, et après il décroît. Il y a peut-être bien un endroit optimal où après si on va trop loin ça tourne plus assez vite et finalement on ne gagne pas tant que ça. Parce que la vitesse, c'est ça. En fait, Vg ne dépend pas du point d'impact. Parce que c'est la quantité de mouvement qu'il y avait au début. Donc, Vg'. Vg' ne dépend pas du point d'impact. Par contre, la rotation, oui. Donc, il faut regarder à quel endroit on fait tourner le plus vite. Si on est trop loin, ça ne doit pas tourner tellement vite parce que ça coûte beaucoup d'énergie de tourner vite. Mais si on est trop près, ça ne tourne pas vite juste parce qu'il y a très peu de... Enfin, le moment cinétique est très faible. Donc, il y a un optimal sans doute quelque part. Bon. Il faut juste dériver la différence entre ça et ça par rapport à D, et vous allez voir où c'est. Et ce sera... oui, ça peut être assez marrant de voir combien ça vaut. Si ça se trouve, ça vaut genre la moitié ou un truc comme ça. Il y a sans doute un rapport numérique assez sympa à faire. Dommage qu'on n'ait pas 5 minutes de plus, mais vous pourrez le faire tranquillement chez vous. Pour le plaisir. Pour la beauté de la physique. Bon, alors on essaye de se voir cet après-midi, dès que je peux, 16h30, 17h au pire, et puis on fait... Ouais. Ah oui, on l'a pas dit où? Là-bas? Cool.